Bienvenue à toutes et à tous à cette session qui est donc particulièrement en lien avec la thématique Cultivons les coopérations, puisque nous allons discuter sur cette table ronde de l'évolution des coopérations entre le monde de l'ESS, les entreprises et les territoires collectivités. Et donc on est ravis de pouvoir discuter de ça avec vous. On va avoir donc plusieurs intervenants qui vont parler sur ce sujet, avec qui je vais discuter, ou j'ai quelques questions à leur poser, et on va aussi vous proposer d'intervenir. Donc on va vous passer des post-it pendant toute la session. Enfin, on va vous les distribuer là plutôt dans quelques minutes. Si vous avez des questions, l'idée c'est de les poser sur le post-it, de tendre la main pour qu'on puisse les récupérer. En ligne, vous pouvez utiliser le chat et poser vos questions au fur et à mesure. Et on va les compiler pour prendre 4-5 questions à la fin. Après, parfois, j'en poserai peut-être aussi au fur et à mesure selon les questions qui émergent. Voilà pour le système de questions-réponses. Et avant de lancer l'introduction, je vais vous faire bouger un peu parce que peut-être que vous étiez assis pendant une heure et demie pendant la conférence, et puis pour voir un peu qui est dans la salle. Donc je vais poser des questions. Si la réponse est oui, vous pouvez vous lever. Si la réponse est non, vous pouvez rester assis. Et dans le chat, si la réponse est oui, vous pouvez mettre juste un +1 pour s'indiquer. Les intervenants, n'hésitez pas aussi à jouer le jeu. Donc la première question, c'est pour comprendre un peu qui sont les personnes dans la salle. Donc levez-vous ou mettez un +1 si vous faites partie du monde de l'ESS. Ok, super, on voit qu'il y a déjà pas mal de monde de l'ESS. Deuxième question, si vous faites partie du monde de l'entreprise, des entreprises, plus classique. Vous pouvez faire partie du monde de l'ESS et de l'entreprise. Ah, parfait. C'était la première petite question touchy. Troisième question, si vous faites partie du monde des collectivités ou des institutions publiques. Ok, vous êtes quand même là, bravo à vous, merci. Et si vous faites partie d'autres personnes ou acteurs que j'ai pas mentionnés, des étudiants, des indépendants, des médias ou autres sujets. Super, merci. Plutôt étudiants, peut-être vous faites partie de quel ? Indépendant, ok, parfait. Merci beaucoup. Deuxième question, est-ce que vous connaissez le sujet de l'évolution des modes de coopération entre entrepreneurs sociaux et acteurs de l'ESS et entreprises ? Oui, vous pouvez vous lever, et non, vous pouvez répondre. Super. Parfait. Si vous connaissez pas, c'est justement l'objectif de la table ronde, donc ça détend un peu les intervenants. On sait qu'on peut dire un peu n'importe quoi et vous nous croirez pendant la session. Et dernière question, est-ce que vous pensez que pousser davantage de coopération entre les acteurs de SS et l'entreprise nous permettront de résoudre les enjeux du 21e siècle ? Ah, tout le monde se lève. Yes. Parfait. Merci. On peut donc lancer cette table ronde et vous êtes bien là pour le bon sujet. Donc, hop, je vais pouvoir m'asseoir. Ok. Donc peut-être pour introduire, parce que je me suis pas encore présentée, donc moi c'est Sylvia Garzon, je dirige les programmes d'innovation sociale et de collaboration chez Make Sense. Pour ceux qui connaissent pas Make Sense, c'est une association qui accompagne des citoyens, entreprises, entrepreneurs sociaux et collectivités à travailler ensemble pour un monde plus durable. Donc on agit sur un certain nombre de sujets et je suis ravie d'intervenir aujourd'hui sur cette question des coopérations qui est un sujet sur lequel on travaille énormément. Et donc j'ai à mes côtés des intervenants experts et qui vont pouvoir proposer des retours d'expériences locaux que je présenterai dans quelques minutes. Mais pour introduire la problématique et pourquoi on a décidé de faire cette conférence sur ce sujet, nous on a vu que ces dernières années, et notamment ces 10 dernières années, les alliances stratégiques se sont beaucoup développées en France et de manière générale, on n'en a pas là à la plénière d'ouverture, c'est un des ODD, un des objectifs de développement durable qui est très important, donc l'ODD numéro 17, le
devoir de faire alliance. Et donc on se rend compte aujourd'hui que les enjeux sont de plus en plus connectés, systémiques, et qu'il faut que l'ensemble des acteurs de la société travaillent ensemble pour résoudre ces problématiques. Donc l'enjeu n'est plus de convaincre les acteurs de devoir travailler ensemble, mais plutôt de trouver les leviers et les outils. On en a un peu parlé ce matin, ça demande beaucoup de temps, de ressources, d'énergie. Il y a des systèmes juridiques aussi ou des outils qui sont à apprendre pour pouvoir développer davantage de coopération. Et donc l'idée de cette table ronde, c'est à la fois d'évoquer ces évolutions, mais aussi des outils et des leviers qui pourraient vous aider à mettre en place ou à accélérer vos coopérations. Et donc peut-être pour revenir sur le pourquoi et pourquoi c'est important pour des entreprises et des acteurs de l'ESS de développer davantage de coopération. On voit, enfin chez Make Sense, et je pense que vous verrez, on verra après si nos intervenants sont d'accord avec moi, on voit différents leviers qui sont importants. Côté entreprise, de plus en plus, les coopérations avec les acteurs de l'ESS font partie prenante des modèles des entreprises et permettent de transformer plus durablement des modèles économiques, les modèles d'organisation. Je vous donne un exemple tout bête. Nous, on travaille beaucoup avec des centres commerciaux qui se rendent compte qu'aujourd'hui, pour un monde plus sobre et plus écologique, le modèle historique du centre commercial ne convient pas et il faut le réinventer avec les citoyens et les acteurs de la société. Et donc, intégrer davantage d'acteurs de l'ESS dans le centre commercial permet aussi de penser à un nouveau modèle à ces espaces qui sont aujourd'hui et qui ne demandent qu'à être réinventés. Donc, ça peut être changer le modèle de l'organisation. Et il y a plein d'impacts aussi qui peuvent être plus sur les enjeux transversaux ou de la chaîne de valeur de l'entreprise. Ça permet une meilleure rétention des collaborateurs, ça permet de dynamiser la marque employeur, on en parlera peut-être après. Ça permet de faire évoluer aussi les états d'esprit en interne des collaborateurs, d'amener plus de transversalité, d'innovation, d'agilité, parce qu'on est en contact avec des acteurs qui innovent sur le terrain et qui sont en contact direct avec les bénéficiaires. Et ça permet enfin d'être sur des nouveaux sujets, des nouveaux enjeux ou problématiques qui n'étaient pas identifiées avant. Et côté acteurs de l'ESS, on a l'habitude aussi de voir énormément d'atouts et de leviers des coopérations avec des acteurs économiques, que ce soit permettre un changement d'échelle de la structure de l'ESS, que ce soit découvrir des nouveaux marchés ou des nouveaux modèles, d'accéder à des ressources financières, techniques, d'acteurs qui ont aussi ces outils-là, ou encore de gagner en visibilité et en crédibilité dans l'écosystème. Donc les leviers sont nombreux. Bonjour. Oui, pardon. Ça marche, désolée. Merci beaucoup. Je parle en effet assez vite, donc c'est gentil merci de me rappeler. Et donc, dernier aspect sur le volet territoire. On sait que les territoires sont donc des terrains d'expérimentation aussi pour les coopérations qui sont importantes et de plus en plus des collectivités aussi. Ça fait partie de leur cœur d'aider les acteurs du territoire à innover et mettre en place des projets sur les problématiques et les enjeux du territoire. Et c'est quelque chose qu'on voit se développer de plus en plus. Et on en parlera notamment avec la VIS et la CRES juste après. Donc pour répondre à toute cette question, déjà l'atelier a été créé en collaboration avec l'AFPA, la région Grand Est et l'Université de Lorraine. Et on a des super intervenants avec nous, donc deux experts qui pourront parler plutôt de la dynamique de collaboration, tant d'un point de vue national avec Bérangère Davio qui est en ligne avec nous. Vous allez voir sa vignette s'afficher quand elle parlera, et qui est responsable du pôle territoire à l'AVIS, dont l'un des rôles est de développer les coopérations au local. On a aussi Damien Lang, qui est Damien qui est avec nous et donc qui est coordinateur Grand Est de la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et ensuite, on aura deux retours d'expérience d'acteurs locaux. Aurélie Reder, qui est déléguée régionale de MES Mécène Solidaire, un fonds de mécénat local créé il y a 4 ans avec une dynamique collective qui est hyper intéressante. Et Geoffrey Jaeg, qui a monté Arras Consulting, une boîte créée il y a 1 an et 2 mois, qui, j'allais dire 3 ans, mais heureusement on s'est vu hier et c'est 1 an et 2 mois, et qui a déjà 40 collaborateurs et qui est une entreprise très intéressante puisqu'elle a intégré dans son modèle et ses fondements même le fait de coopérer avec des acteurs de l'ESS. Donc merci à vous et on vous donnera la parole dans quelques minutes.
Et donc pour commencer, on va parler plutôt du contexte national et revenir sur la coopération en tant que telle, comment coopérer, quelles sont les typologies de coopération. Et pour cela, Bérangère, je vais te laisser te lancer sur ce sujet. Donc selon toi, d'un point de vue Avise, quelles sont les typologies de coopération et quel est un peu ton regard sur l'évolution des coopérations au niveau national? Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien du coup? Oui. Oui, il y a un gros décalage, j'ai l'impression. Alors, je vais me lancer et vous me dites si jamais ça fonctionne pas. Ça marche, on t'entend bien. Ok. Donc, effectivement, on a vu ces dernières années, après toutes les logiques un peu classiques de coopération qu'on connaît, d'abord le mécénat et puis ensuite, à partir des années 2000, toutes les pratiques responsables, notamment dans le cadre de la RSE, avec les politiques d'achat, etc., un glissement de cette logique en fait d'échange à une logique d'alliance, comme tu l'as très bien dit Sylvia, des entreprises hors ESS qui coopèrent avec le monde de l'économie sociale et solidaire, notamment au profit du développement local, du développement territorial et de la construction de réponses aux enjeux du territoire qui sont, en tant que salariés, patrons, etc., des préoccupations plutôt au titre de leur casquette de citoyens, mais également pour les entreprises, la possibilité d'évoluer dans un tissu en fait local qui soit complet, qui soit riche en échanges, qui soit attractif pour les salariés, qui soit attractif en matière d'emploi, etc. Alors, les différents types de coopération entre entreprises et structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a les formes de mécénat qui elles-mêmes ont évolué sur des formes collectives. Je donne un exemple, mais la dotation d'action territoriale qui a été mise en place par la Fondation Break Poverty, c'est en fait un groupe d'entreprises sur un territoire donné qui vont mettre à profit, donner une allocation volontaire qui peut aller jusqu'à 2% de leurs résultats nets de l'entreprise et qui va être affectée à des programmes qu'ils vont choisir sur des associations qui ont été sélectionnées sur le territoire en faveur de la lutte contre la pauvreté et contre l'exclusion. Donc même dans ces logiques de mécénat, on voit qu'il y a des entreprises qui se regroupent aujourd'hui et c'est le cas et on aura des bons témoignages justement à la suite pour pouvoir soutenir et développer des associations et des structures de l'économie sociale et solidaire plus globalement qui vont répondre à des enjeux qui leur semblent importants pour le territoire. Sur les pratiques responsables, ensuite, donc là on est sur des logiques notamment des politiques d'achat. Il y a par exemple en 2021 qui a été généralisé dans toute la France le marché de l'inclusion, qui est un service numérique qui met en relation l'offre commerciale des entreprises, des structures inclusives, donc les structures de l'insertion par l'activité économique et dans le secteur du handicap, avec la demande en achat responsable de la part des professionnels du secteur public et du secteur privé. Donc là, un bon exemple aussi de plateforme qui se met en place pour pouvoir faciliter justement ces logiques d'achat responsable. Donc sur ces deux leviers, je vous invite à regarder les travaux du Rameau et également le guide de l'Avise sur la mise en œuvre des partenariats pour l'emploi durable avec les entreprises du territoire. C'est vrai que sur ces logiques, on a beaucoup de partenariats, notamment dans le champ de l'insertion par l'activité économique, puisque l'emploi est une préoccupation au cœur de toutes les entreprises et donc naturellement, elles vont aller travailler avec des structures de l'insertion. Mais plus globalement, maintenant, sur ces partenariats et sur ces logiques de coopération, on a vu deux nouvelles manières de coopérer qui sont fortement développées. Premièrement, la coopération économique, donc l'élaboration d'une offre commune. C'est par exemple la co-traitance, donc la réponse à des marchés en commun. Mais on a vu par exemple se développer les joint ventures sociales. Donc là aussi pas mal dans l'insertion par l'activité économique, mais aussi on parle de développement durable dans la mise en place d'offres et de solutions sur le réemploi des déchets par exemple. Donc la joint venture sociale, c'est une structure qui est créée et qui est portée par des actionnaires complémentaires. La structure de l'économie sociale et solidaire étant l'actionnaire majoritaire de cette structure. Donc, elle a ces trois piliers, à la fois de réunir une association et une entreprise privée hors ESS dans le cadre de développement d'une activité, une mission sociale et un modèle économique. C'est le cas, par exemple, d'Envie de The Nord, qui est donc Envie est bien connue aujourd'hui sur tout ce qui est réemploi des déchets, revalorisation, etc., notamment sur l'électroménager en partie. Et donc, c'est une société qui est détenue par le groupe Vitamine T, qui est un groupe d'insertion
Connexion, et puis Coolrec France, qui est le leader dans la gestion des déchets. Et donc, en plus de l'impact environnemental, la mission sociale de Envie de The, c'est l'insertion professionnelle des personnes en difficulté. Et puis, cette activité économique de gestion des déchets électriques et électroniques. Et puis, de plus en plus, maintenant, on a des dynamiques d'innovation sociale, et je crois qu'on va en parler à la suite avec des témoignages aussi concrets. Donc, l'innovation sociale, c'est le développement. Donc, on voit les entreprises prennent part à des dynamiques collectives de développement de nouvelles solutions sur les territoires. Donc, on a, par exemple, dans ces dynamiques d'innovation sociale, les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont en pleine relance depuis 2 ans maintenant, un an ou 2. Et donc, ces pôles territoriaux de coopération économique sont des groupements d'acteurs territoriaux qui se réunissent ensemble pour développer des projets économiques et sociaux innovants par une stratégie de coopération et de mutualisation. Donc ces structures et ces pôles, ils ont justement la caractéristique de favoriser la coopération économique et de décloisonner l'ESS, l'économie privée lucrative, le secteur public, mais aussi le monde universitaire. Là aussi, je donne juste un exemple rapidement. On a Innoval, par exemple, en Haute-Savoie, qui est un pôle territorial de coopération économique et qui réunit des acteurs de l'ESS et des entreprises, justement autour du développement durable et de la transition écologique. Ils ont mis en place un fonds de dotation territoriale, un incubateur pour les entrepreneurs engagés sur ces questions, de l'ESS ou pas, l'appui aux stratégies d'achat pour une économie responsable. Et puis, par exemple, des actions sur la maîtrise de l'énergie et la rénovation énergétique, là en partenariat avec des collectivités et des entreprises. Donc les écosystèmes, en fait, ils se consolident. Aujourd'hui, les structures de l'économie sociale et solidaire elles-mêmes ont fortement développé la coopération est dans leur ADN, mais elles se regroupent aujourd'hui à des échelles territoriales autour de ces formes de pôles territoriaux de coopération économique, mais aussi de sociétés coopératives d'intérêt collectif pour mettre en œuvre des projets communs et développer des nouvelles activités et des nouvelles solutions en réponse aux besoins des territoires. Et elles allient les entreprises hors ESS du territoire à ces logiques d'alliance et à ces logiques de coopération. Et donc peut-être pour donner un dernier exemple, c'est le cas du dispositif Fabrica Initiative, donc qui est porté par l'AVIS au niveau national, mais qui est mis en œuvre localement par des structures de l'accompagnement. C'est un dispositif qui vise justement, en partant des enjeux et des besoins du territoire, à réunir tous les acteurs qui ont un levier d'action sur ce sujet et sur cette problématique pour développer des projets. Là, je vous donne juste un dernier exemple dans le développement durable dans la Creuse. Par exemple, donc la Fabrica Initiative du Limousin a travaillé à la mise en place d'un projet un projet d'économie de la construction. Donc, c'est une association aujourd'hui qui travaille sur le sujet du réemploi des déchets du BTP, qui est un vrai sujet clé à travailler, et qui a fédéré en fait tous les acteurs du bâtiment et des travaux publics. Et donc, pour ça, ils ont mis en place plus de 20 réunions de travail avec 80 partenaires. Ça a duré 18 mois. Et aujourd'hui, ils ont mis en place tout un réseau de plateformes de récupération des déchets du BTP et de revalorisation. Et donc, vraiment, l'ensemble des acteurs économiques du territoire qui sont impliqués sur ces questions ont été associés. Et le projet aujourd'hui, c'est un projet commun. Et le point de départ, c'était justement les artisans du BTP qui souhaitaient travailler justement ce sujet, et notamment dans le cadre du cadre réglementaire qui évoluait sur ces sujets. Merci beaucoup, Bérangère. Je me tourne vers toi, Damien, peut-être par rapport il y a eu beaucoup d'exemples, donc merci, parce que c'est toujours très intéressant aussi de voir concrètement ce que ça donne. Quand on parle de coopération, c'est très large, et là, on voit vraiment ce que ça donne sur les territoires. Damien, toi, est-ce que tu as des enjeux déjà par rapport au territoire Grand Est? Comment la région se dénote par rapport à la France? Et est-ce que tu as d'autres exemples aussi significatifs? J'en ai plein. Est-ce que tu peux prioriser certains exemples significatifs? On trouve nos pairs près de chez nous. Je travaille à la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, depuis 15 ans et des poussières. Donc, très intéressant effectivement de venir parler coopération avec vous. Là, on a eu aussi déjà un bon panel effectivement de modes de coopération. Donc, il y a des actes de coopération qui sont possibles. J'ai aussi envie de parler de l'état d'esprit de coopération, ce que ça implique pour que ça puisse se développer. Donc, pour qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait forcément, normalement, des points communs. C'est l'idée de se trouver des points communs entre des acteurs qui peuvent être 2,
ou plus pour faire un groupe. Et donc déjà, on a fait le petit jeu tout à l'heure. J'ai envie qu'on se dise tous qu'on fait tous, que notre point commun, c'est de tous faire partie, en tant que professionnels ou bénévoles, d'entreprises plurielles, qu'elles soient associatives ou autres, et j'y reviendrai très rapidement. Et donc la question, c'est comment, qu'on se pose toute la journée, je pense, mais aussi ici, c'est comment son activité ou son développement devient fertile pour le territoire. Et comment finalement on peut devenir solidaire avec son territoire par le biais de la coopération. Il y a une évolution, on a parlé d'évolution juste avant, il y a une évolution qui pousse à ça. Il y a un cadre légal en fait qui a évolué depuis un peu moins de 10 ans, donc la loi ESS 2014 avec les PTCE. Je ne ferai pas l'offense de vous lire ou la peine de vous lire la définition officielle des PTCE dans la loi, mais j'en donnerai quelques exemples locaux évidemment. Et la loi Pacte également, en 2018, qui vient aussi placer ces questions d'engagement dans le monde de l'entreprise classique, si on l'appelle comme ça. Et donc ça crée vraiment une porosité maintenant dans le monde des entreprises sur à quoi on sert sur son territoire, j'ai envie de le dire comme ça. Donc rapidement obligé quand même de vous faire un petit rappel du cadre de l'économie sociale et solidaire qui, bien sûr, sont des entreprises du coup qui fonctionnent avec des critères communs, des entreprises de structures très variées, associatives, coopératives, mutualistes, etc. Et qui placent donc une finalité dans leur activité au-delà de tout. En plus d'être ces entreprises-là, dans lesquelles évidemment on a des spécialistes de la coopération entre salariés pour diriger son entreprise, coopérative d'indépendants, les CAE. L'ESS, c'est aussi un mode de gouvernance, puisque c'est un des autres critères d'une entreprise l'ESS, un mode de gouvernance partagé sur un territoire pour des projets. Donc aujourd'hui, il y a bon nombre de projets sur les territoires qui se traduisent en termes d'entreprise coopérative, du coup, en gouvernance partagée. Et donc, il y a un modèle dont on doit parler, puisqu'il se développe beaucoup, c'est le modèle des SIC, qui s'exprime par exemple dans le champ des tiers-lieux, mais pas que, pour avoir ces gouvernances partagées d'acteurs qui veulent se retrouver au même endroit, même s'ils sont de nature différente, mais parce qu'ils veulent se croiser, ils vivent ensemble. Et voilà, les tiers-lieux, pareil, je vous épargne la définition officielle. Sur des exemples locaux de SIC, de sociétés coopératives intercollectives, il y a des exemples assez frappants, marquants, puis qui ont une envergure au-delà de la région. C'est Cities, qui a commencé avec l'autopartage d'une bande de copains, puis d'une association qui a préfiguré une SIC. Donc on est quand même sur un exemple où en tant qu'usagers tous de potentiellement un même véhicule partagé, on peut devenir co-acteur du développement de cette activité et de ce service. Ils en parlent bien mieux que moi, mais effectivement c'est aujourd'hui un groupe qui se développe je veux dire de manière concurrentielle avec d'autres modèles dans ce domaine d'activité. On a également dans un autre domaine un peu moins connu, l'IREPA Laser qui s'est transformé en SIC il y a 2 ans, dans un domaine très pointu de l'industrie. Voilà. Donc il y a des modèles, le modèle de SIC permet cette coopération également. On a parlé juste à l'instant de la joint venture sociale, on a notre petit poulain aussi, on a Vitea dans le sud de Strasbourg qui est une joint venture sociale entre l'ADAPI Papillon Blanc et une SS2I avec une création d'une joint venture pour sous forme d'helpdesk en fait de travailleurs handicapés, donc un débouché professionnel pour ces personnes-là. Un des modèles qui a été cité à l'instant, et pour l'illustrer ici localement, c'est donc ces fameux PTCE qui sont des gouvernances partagées informelles, donc en mode de fonctionnement ESS sur les prises de décision, etc., et sur tout le processus coopératif, qui permet d'inclure vraiment toutes les familles d'acteurs socio-économiques, universités, entreprises privées, ESS, institutions, collectivités, etc. Et donc effectivement, ça a repris l'année dernière, en juin 2021 précisément, un nouvel AMI national après 8 ans de latence où il y avait déjà eu une première vague. Et donc sur le Grand Est, il y en a une douzaine qui sont actifs. Sur l'Alsace, il y en a 6, 3 dans le Rhin, 3 dans le Bas-Rhin, on est paritaire. Pour donner quelques exemples, parce qu'ils illustrent sur quoi on peut coopérer. Donc à Mulhouse, sur un projet de rénovation urbaine,
coopérer pour donner des opportunités, notamment liées à l'entrepreneuriat des publics populaires. Du côté du parc naturel des Ballons des Vosges, Ecopark qui est là, qui pourra peut-être intervenir tout à l'heure, sur un PTE dédié à l'innovation rurale interdépartementale, puisque situé sur un territoire de parc naturel, et qui a une petite actualité puisqu'ils ont leur forum de la coopération, un forum entièrement dédié à la coopération le 29 novembre. Et un autre exemple, c'est une monnaie locale entre des petits commerçants, donc la cigogne. Sur le Bas-Rhin, on a le fameux tiers-lieu Kaleidoscope sur lequel je reviendrai très rapidement. Donc une dynamique de PTCE autour de l'innovation citoyenne très récente avec le Labo des partenariats dans la dynamique start-up de territoire qui a franchi le pas là de ce label et qui n'en est pas un, l'étiquette PTCE. Et surtout, j'ai envie de dire, à Strasbourg, donc Eco-Rénov, le PTCE autour de la rénovation énergétique, comment faire en sorte que les emplois créés autour de la rénovation énergétique, qui est un enjeu extrêmement fort, profitent également au public du territoire, en fait, qui sont en recherche d'emploi, qui sont de l'emploi, qui sont sur les métiers en tension, etc. Avec la signature du consortium le 15 novembre prochain, donc très bientôt, un an après le lancement de cette dynamique PTCE qui regroupe toutes les chambres consulaires, les gros donneurs d'ordre du bâtiment, etc. Et vraiment, c'est là un très bel exemple de cette idée de coopération sur comment faire en sorte que le développement d'un territoire profite à tout le monde. On a, je pense, aucun intérêt à ce qu'il y ait des sociétés à deux vitesses sur des infraterritoires. Donc, comment faire en sorte de résoudre ça ? Et donc on est sur un territoire où cette prise de conscience a été faite formellement dans le cadre d'une feuille de route économique qui s'appelle le Pacte et qui place la coopération comme priorité numéro 1 de ces orientations dans lesquelles s'inscrivent en fait les acteurs. C'est pas quelque chose de descendant, c'est quelque chose de participatif. Donc et comme la coopération c'est un processus infini, et ben c'est ouvert en permanence. Tous les acteurs du territoire peuvent rejoindre cette dynamique. Sur les autres format de coopération quand même que je souhaitais mentionner en lien fort avec l'ESS et la CRES du coup pour que vous sachiez comment nous solliciter éventuellement. On a tout le secteur de l'insertion par l'activité économique qui permet quand même à toute entreprise dans son process, dans sa sous-traitance, etc. de travailler avec des acteurs du territoire qui remettent à l'emploi, remettent dans même l'existence économique et donc sociale des personnes. Donc ça, je pense, c'est des choses à encourager. Il y a des nouvelles dynamiques aussi qui se mettent en place. Donc je pense que c'est bien d'être conscient que ces structures-là peuvent vous être utiles, notamment aussi dans vos indicateurs RSE, puisque c'est aussi des choses qui sont bonifiées sur les dispositifs locaux, Start RSE, etc. Donc vraiment, c'est pas que par intérêt, j'espère, mais il y a une récompense aussi de dire que peut-être même ça devient des critères justement de virtuosité que de pouvoir le montrer. On a également toutes les dynamiques d'achat responsable. Donc là, pour le coup, pour la CRES, qui est une de ses missions principales, de permettre l'achat responsable sur le territoire, alors par le biais d'outils numériques, comme ça a été dit au national, il y en a aussi au niveau local. Il y a un portail régional de l'achat responsable, tout simplement Acheter Responsable Grand Est, qui répertorie toutes les structures de l'ESS qui peuvent rentrer dans votre chaîne de valeur éventuellement. Et au niveau très local, on a une charte qui s'appelle Zig et Zag qu'on porte depuis une dizaine d'années. Donc on a été assez innovant, puisque Strasbourg c'est un territoire assez innovant dans ce domaine-là, dans la coopération avec la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est qui est là et qui, autour d'une charte, regroupe la consommation responsable au-delà de strictement l'ESS, puisqu'on considère que le commerce équitable, l'agriculture biologique de proximité, donc l'insertion, j'en ai parlé, et l'ESS sont des acteurs à promouvoir. Et donc c'est une charte qui nous guide dans des actions locales assez fortes, telles que le marché off de Strasbourg, que vous connaissez certainement, pour dire que on peut dire au consommateur qu'on lui garantit la mode de production, la provenance de ce qu'il convoite. Et donc c'est plusieurs formats d'événements qui existent, et même un lieu permanent qui va bientôt ouvrir ses portes à Strasbourg dans le tiers-lieu Kaleidoscope dont j'ai parlé, dont j'ai promis de reparler, puisqu'on déménage avec beaucoup d'acteurs qui vont coopérer dans des espaces partagés en décembre à la Frischkop de l'autre côté de Strasbourg, à la frontière, dans un tiers-lieu transfrontalier qui accueillera également une boutique responsable qui ouvrira ses portes plutôt au printemps.
9 acteurs de l'ESS, mais pas que, des entreprises sociales également, d'été, du réemploi des vêtements, de la production de chanvre locale, plein de choses qui seront disponibles en permanence. Et également pour vos petites réceptions, vos cafés d'entreprise, etc. Donc je pense que ça, c'est aussi des démarches que vous pouvez introduire dans vos pratiques quotidiennes, et enfin je l'espère. Donc en tout cas, vous n'aurez pas d'excuses parce que ça sera un lieu permanent et on est évidemment à votre disposition pour ça. Et dans le cadre du marché off, justement, il y aura un lien avec la forme de mécénat dont on va parler, je pense, très vite et qui a été évoqué tout à l'heure, le mécénat. Donc on a une matinée, un café mécénat avec la DRAC le 29 novembre, si ça vous intéresse. Tôt le matin, sous notre halle. Et puis vous pourrez prolonger avec le vin chaud à 11h, il n'y a aucun souci avec ça. Et enfin, j'ai oublié de le dire, oui, on a en plus de notre base de données acheter responsable, il y a la base de données Carte Éco, qui est un outil interactif de référencement de tous les acteurs de la transition sur les territoires, acteurs de l'ESS, et là aussi pour trouver des partenaires, pour monter vos projets, pour développer votre activité. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai débordé, Damien. Certainement. C'est pas grave. Je pense qu'on a beaucoup d'outils, au moins qui vous aideront si vous demain vous voulez lancer des coopérations. Merci beaucoup Bérangère et Damien. J'en profite pour rappeler qu'il y a des post-it qui sont à disposition si vous voulez écrire des questions. Donc si vous en avez pas, on peut passer dans les rangs pour vous en donner. Je me tourne vers vous, donc Geoffrey et Aurélie. Maintenant, vous portez tous les deux exemples qui sont assez différents dans la mise en application concrète de coopération territoriale. Geoffrey pour ARA Consulting, toi tu es plutôt une entreprise classique, si on peut dire classique, mais pas totalement classique puisque tu es quand même entreprise à mission. Et tu as décidé de faire de la coopération avec les acteurs de l'ESS le fondement même de ton entreprise. Donc c'est un peu du mécénat, mais plus dans la coopération. Et Aurélie pour MES Mécène Solidaire. Ce qui est intéressant dans le fonds de dotation, c'est le fait qu'il y ait différentes parties prenantes impliquées dans le modèle et la gouvernance du projet, qui permettent de soutenir des projets à impact en lien avec les problématiques aussi du territoire. Donc, est-ce que tous les deux, vous pouvez nous expliquer davantage vos modèles de structure et de coopération et comment vous voyez aussi les choses par rapport à ça? Je ne savais pas qui parlait en premier. Écoutez, bonjour, je suis très contente d'être ici et du coup d'apprendre plein d'initiatives strasbourgeoises que je vais pouvoir découvrir également. MES Mécène Solidaire, ça a été créé en 2018 à l'initiative. C'était plus des collectivités locales, la métropole et la ville, qui étaient vraiment volontaires pour créer un fonds de dotation territoriale, une cagnotte de mécénat local, pour financer des projets en émergence ou en changement d'échelle dans 3 domaines, la solidarité, l'environnement et le digital. Il s'agissait vraiment de réunir des entreprises et de collecter des fonds pour financer ces projets. Depuis 4 ans maintenant, c'est quand même une 50aine de projets qui ont été soutenus. Alors on est vraiment sur des projets à impact social et environnemental fort, c'est-à-dire qu'on ne soutient que de l'investissement. On est là vraiment pour faire effet levier, pour que les projets du coup deviennent des entreprises de l'ESS plus tard plutôt pérennes. On a soutenu notamment un projet qui parle beaucoup de nous, c'est la conserverie locale au niveau de Metz, qui transforme des invendus alimentaires en produits de longue conservation, en soupe, en légumes déshydratés, et qui du coup redote la banque alimentaire de ces produits transformés pour que les produits ne se perdent pas, mais pour pouvoir se permettre de faire ce don finalement, de faire les verrines, l'ajout d'épices, le petit marketing sympa. Il fallait trouver un modèle économique, et donc ils prestent également pour les producteurs locaux pour transformer à la fin de la courgette, de la saison de la courgette, leurs propres invendus en pickles pour que ça soit aussi plus long dans la conservation, et ça permet d'équilibrer le modèle économique. Lorsqu'on les a soutenus, c'était une association. Maintenant, c'est devenu une SCOP. Ils ont créé de l'emploi et c'est de l'emploi pérenne. Et ça, c'était vraiment un projet qui nous a guidés au départ. Donc, les collectivités et les entreprises qui font MES Mécène Solidaire, en se disant que voilà, il fallait qu'on soit là au bon moment pour accompagner. Alors, finalement,
ils viennent tous nous voir pour de l'argent, mais finalement, on est bien plus que ça, puisque du coup, on accompagne au long cours les projets, on les forme à la mesure de l'impact social et environnemental, on les met en lien avec les entreprises sur, ils ont besoin d'un conseil avec un fiscaliste, on va chercher un mécène en compétence avec un fiscaliste, on va leur trouver un local s'ils ont besoin d'un local, s'ils ont besoin de toquer à la porte d'une collectivité parce qu'ils n'arrivent pas en tant qu'association peut-être à ouvrir cette porte facilement, on va les aider, les accompagner. Donc voilà, finalement, beaucoup de porteurs de projets depuis maintenant bientôt 5 ans nous disent c'est bien plus que du financement qu'on va trouver à Metz Mécène Solidaire, c'est plutôt un écosystème bienveillant qui va vraiment nous aider, une famille, un peu un cocon pour aller plus loin. Et puis on les force aussi beaucoup à réseauter entre eux parce qu'on sait que beaucoup d'associations, on est dans le guidon, n'ont pas toujours le temps de faire du réseautage. Et l'intérêt aussi, c'est que via nos événements de convivialité, on les mette les uns avec les autres pour qu'ils communiquent. Donc ça, c'était vraiment l'impulsion de la création de Metz Mécène Solidaire. Alors, je ne sais pas, Sylvia, si je vais plus loin que ça. Peut-être pas tout de suite. Je vais laisser Geoffrey. Ok, merci. Merci pour l'invitation. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites autour de la table, notamment en matière de coopération. Donc, je m'appelle Geoffrey Yeglet, je suis le président et le fondateur du groupe ARA à Strasbourg. Je vais vous parler de 2 choses importantes, notre métier pour que vous compreniez bien notre positionnement, mais aussi la coopération solidaire qu'on a souhaité y mettre. Notre métier, c'est du conseil et de la prestation de services informatiques qui va être dédié à toutes les entreprises, des plus petites aux plus grandes, mais aussi aux associations et aux organisations publiques. On a effectivement une équipe d'une 40aine de collaborateurs aujourd'hui qui interviennent dans du pilotage applicatif, l'infrastructure, des data et des systèmes embarqués sur des missions longues de 3 mois à 3 ans. Dès le départ de la création de cette entreprise, j'ai souhaité imaginer une coopération solidaire un petit peu différente, un petit peu hors du commun. Donc je suis arrivé auprès des associations dans lesquelles j'étais moi-même adhérent et bénévole, mais aussi parmi d'autres acteurs strasbourgeois, en leur disant voilà mon métier, ce truc un peu opaque là, l'ingénierie informatique, qu'est-ce que c'est, mais comment surtout est-ce que moi en tant qu'entreprise et tous mes salariés, on peut s'investir finalement auprès de ces associations-là pour développer les coopérations, mais aussi l'épanouissement finalement personnel de tous les collaborateurs, puisque finalement le rapport au travail a beaucoup évolué. Je pense qu'on le voit tous ici. Et l'idée, c'était de donner davantage de sens, mais profondément et dès le départ. Donc forcément, quand on demande de financer un projet coopératif alors qu'on a 0 € de chiffre d'affaires, ça paraît un peu fou dit comme ça. Mais finalement, ça a créé un cercle vertueux extrêmement intéressant, puisque aujourd'hui, tous mes collaborateurs sont aussi parrains et marraines d'une association qu'ils ont choisi d'aider à Strasbourg. C'est le premier volet qu'on a choisi de mettre en place. Une partie de notre chiffre d'affaires dédiée finalement aux missions en informatique est reversée tous les mois à l'association qu'il a choisi d'aider pour effectivement développer des projets à impact durable, voilà, des choses très locales. La deuxième partie, c'est que chacun de mes collaborateurs dispose de 5 jours par an sur leur temps de travail rémunéré pour s'investir dans leur association de leur choix. Pas que à travers l'informatique, hein, aussi pour pouvoir découvrir le monde de l'association. C'est un peu créer ce pont-là entre les 2 univers. Donc une des raisons pour lesquelles on est aussi ici. Et finalement, à force d'aider, malgré notre jeune âge, les associations nous ont dit c'est super, en 5 jours on fait beaucoup de choses, mais peut-être pas assez. Et donc là, l'objectif, c'était de se dire comment est-ce que nous, avec notre métier de l'informatique, on peut aller encore plus loin. Et c'est dans ce sens-là qu'on a créé un centre R&D qui s'appelle ARA Data, où aujourd'hui, on est devenu par la force des choses aussi éditeur de logiciels informatiques, donc des CRM, où on met toutes nos compétences à disposition de ce centre-là et on met finalement ce logiciel gratuitement auprès des associations alsaciennes pour les aider à gérer, stocker, sécuriser leurs données. Peut-être une petite statistique qui est assez intéressante. Je ne sais pas si vous savez combien d'associations il y a en France, mais souvent le chiffre est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pensait. Il y a 1 300 000 associations et il y a seulement 2% d'entre elles qui sont dites informatisées au-delà du pack office. Donc il y a une vraie nécessité. Donc on se place à la fois comme mécène, mais aussi parfois comme business partner, puisqu'on les intègre aussi parfois comme des clients. Donc voilà, c'est la chaîne de valeur solidaire qu'on a souhaité créer. Merci beaucoup, Geoffrey. Ce que je trouve particulièrement intéressant aussi, c'est de voir en tant qu'entreprise qu'on peut y aller étape par étape. Bon, déjà en 1 an et 2 mois, vous avez fait beaucoup de choses, mais se dire demain j'ai envie de me lancer dans la coopération, ça peut être un grand sujet et il y a beaucoup de choses à voir, de quoi mes collaborateurs ont envie, quelles sont les problématiques du territoire, des structures de l'ESS ou en lien avec les enjeux plus sociétaux, environnementaux. Et donc c'est aussi bien d'y aller étape par étape et d'aller de plus en plus loin avec les collaborateurs. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est la démarche très collaborative qui a été mise en place
place au sein d'Ara Consulting. Merci beaucoup. Peut-être pour aller un cran plus loin, comment vous deux vous poussez la coopération à votre échelle et sur quelle typologie de modèles de manière générale? Alors nous, on s'est aperçu, moi, en 4 ans de collecte de fonds, parce que du coup, on n'a pas du tout de fonds publics dans un fonds de dotation territoriale. Donc, on a 2 personnes équivalent temps plein qui sont payées par nos membres fondateurs. Et du coup, l'essentiel des dons vont vraiment au projet. Donc, on a 100% de mécénat et on a 98% de collecte auprès des entreprises et 2% de collecte auprès des particuliers. Et beaucoup de chefs d'entreprise me disaient, mais c'est super ce que vous faites, mais j'aimerais aller au-delà. J'aimerais que les salariés, mes collaborateurs fassent plus. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on se dote d'un outil finalement pour qu'ils aillent plus loin. Donc on a créé un catalogue et on a référencé tous nos projets, toutes les associations qu'on soutient. Et on demande à chaque association de nous dire ce qu'elles peuvent faire en événement de team building solidaire. Plutôt que d'aller au bowling, au karting avec ses collaborateurs, on peut aussi aller faire des fois des choses solidaires avec ses collaborateurs, ça a beaucoup de sens. On peut également, ils nous proposent aussi tout ce qu'ils font en termes de collecte in situ dans l'entreprise, parce que par exemple pour la cravate solidaire, il y a des projets qui peuvent faire des collectes à l'intérieur de l'entreprise. Tous les ans, on fait une collecte aussi de boîtes à douceur pour nos entreprises mécènes, et c'est vraiment apprécié parce que la solidarité rentre dans l'entreprise. Quand vous avez des boîtes à douceur pour les sans-abri chez Mercedes, c'est la première fois que ça arrive. Enfin voilà, c'est le premier pas de la solidarité. C'est chouette que ça se passe. Et puis il y a aussi tout ce qui est possible en bénévolat, mécénat de compétences. Alors il y a des super entreprises qui direct disent, moi voilà, c'est 5 jours par collaborateur. Il y a des entreprises plus familiales pour qui des fois c'est plus compliqué parce que c'est pas dans leur ADN et donc faut aller faut aller step by step. Il y a des entreprises qui favorisent le bénévolat, donc qui vont dire qui vont donner des missions de bénévolat et donc là ils se servent de notre catalogue pour proposer. Il y a aussi du mécénat de compétences qui se transforme en bénévolat plus. Donc on voit qu'il y a un enjeu quand même de coopération territoriale intéressant, très local, avec des salariés qui peuvent devenir des bénévoles alors qu'ils n'avaient jamais fait de bénévolat jusqu'à présent. Et puis donc voilà, il y a aussi ce bénévolat de ce mécénat de compétences qui peut aller plus loin. Et on s'est aperçu aussi en Moselle que finalement on avait besoin aussi d'aider les patrons de TPE et PME à aller plus loin dans tout ce qui était RSE, parce qu'en fait ils n'avaient pas forcément les fonds pour aller payer un label et aller loin, et donc on les réunit pour qu'ils échangent sur leurs bonnes pratiques. Alors évidemment nous au Mécènes Solidaire on n'est qu'un échelon, puisque du coup on est là sur l'impact sociétal, mais ils échangent entre eux sur les échanges de bonnes pratiques, sur la qualité de vie au travail, sur l'environnement, voilà. Et on est encore allé plus loin l'année dernière, puisque du coup, on était un petit peu frustrés peut-être de voir que des projets tels la conserverie locale, il n'y en avait pas naturellement qui naissaient rapidement autant qu'on le souhaitait par an. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on soit un peu plus volontariste pour que des projets à fort impact social et environnemental voient le jour. Et donc, on s'est renseigné, on a découvert le modèle de la fabrique à initiative de la Vise. On avait déjà un incubateur en local qui fonctionnait aussi sur l'ESS et on a regroupé un incubateur et le modèle de la fabrique à initiative pour créer de nouveaux projets. Donc Bérangère en a parlé tout à l'heure, mais l'idée c'est de partir là, d'inverser un peu le paradigme, de partir des besoins non couverts du territoire pour créer des projets. Je vais vous donner un exemple parce que c'est toujours plus parlant. On a le comité olympique et sportif qui nous a saisis en nous disant qu'il y avait un enjeu sur le réemploi du matériel sportif. Et effectivement, on s'est dit, on a tous des enfants qui ont voulu essayer l'équitation, puis au bout de 6 mois, on a la bombe, la cravache, enfin tout qui est dans le garage et qui ne sert à rien. Et en même temps, il y a des populations qui ne peuvent pas avoir accès à un sport parce que ils n'en ont pas les moyens. Et donc, l'innovation de la fabrique à initiative, donc là, on est en labellisation, c'est de réunir, en fait, c'est d'avoir cette légitimité à réunir autour de la table le comité olympique et sportif, mais Décathlon, mais aussi le service des sports du département, et sous forme d'intelligence collective, de travailler ensemble à modéliser un modèle économique, une solution
qui peut être par territoire très différent. On voit bien que chaque territoire a sa propre solution. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de travailler ensemble à créer une recyclerie du sport. Donc le travail de la Fabrique Initiative, c'est de réunir le modèle économique, de benchmarker et de trouver la solution. Et puis après, du coup, de chercher le porteur de projet, puisqu'on n'a pas vocation à porter le projet nous-mêmes. Mais donc là, on va faire un appel à porteurs. Alors on a plusieurs solutions. Soit le porteur vient directement, émerge de ce cercle, un salarié de Decathlon qui dit bah, moi je trouve ça génial, je vais monter le projet moi-même. Mais ça peut être aussi finalement le collectif qui se monte en association de préfiguration où on n'a pas de porteur, et dans ce cas on fait un appel à porteurs. Et là on a 2 jeunes qui étaient à l'autre bout du monde, qui étaient mosellans mais qui avaient envie de monter une recyclerie du sport, qui se sont dit mais c'est génial, toutes les conditions sont réunies en Moselle, on va revenir en Moselle monter une recyclerie du sport. Et donc là, après, on a un incubateur avec des mécènes en nature qui nous aident du coup sur de la formation. Et après, ils sont financés par Mécènes Solidaires s'ils sont bien sous le joug de l'intérêt général, hors du champ de la concurrence et la lucrativité, ou aidés par France Active Lorraine, qui est aussi avec nous dans l'association qui s'appelle donc Le Filon. Merci beaucoup. Alors de mon côté, je vais essayer de vous donner un feedback plutôt entreprise, puisque dès le départ, l'objectif pour nous, c'était d'allier la performance économique et d'avoir un service au bien commun. Donc ça induit 2 sujets très importants qui sont pas toujours simples à mêler. Pour répondre à ta question, c'est comment est-ce qu'on continue à alimenter finalement ce modèle-là. Je pense que c'est d'abord un système de conviction. C'est ce que je peux partager peut-être aux entrepreneurs, notamment dans la salle, qui ont cette envie de transformer leur organisation. Avant d'être effectivement sur le devant de la scène et d'être un avantage concurrentiel, il faut qu'on y croit profondément. Et pour ça, il faut impliquer toutes ces équipes dans cette démarche-là. Je vais vous donner un seul exemple. C'est notamment le système de gouvernance participatif. C'est quelque chose qu'on a mis en place chez nous pour que finalement tous nos collaborateurs continuent à adhérer au modèle et qu'ils le fassent évoluer avec leurs propres aspirations. Donc on se réunit tous les 3 mois pour que chacun décide avec une voix égalitaire de comment est-ce qu'on fait évoluer finalement cet écosystème solidaire-là. Et puis après, on a la chance de découvrir des acteurs locaux comme Initiative Durable qui poussent finalement ces coopérations. Et voilà, ça nous aide beaucoup dans ce sens-là. Merci beaucoup Geoffrey. Alors mon système de post-it n'a pas aussi bien fonctionné que ce que je souhaitais. Donc je vous propose de prendre un temps de questions comme on faisait avant. Donc vous pouvez lever la main et puis poser votre question à voix haute. Je voyais donc une dame juste devant, un peu cachée par la caméra. Alors nous, les premiers conseils d'administration de Mécènes Solidaires, vous aviez des élus d'un côté et des chefs d'entreprise de l'autre. Je peux vous assurer qu'en termes de préjugés et de stéréotypes, je pense qu'on était pas mal. D'un côté, il y avait il y a des élus là. Du coup, enfin voilà, je vais peut-être pas les faire les stéréotypes, ça sert à rien, mais voilà, l'idée c'était de se dire vraiment que c'était des gens assez différents, et je pense que les techniques d'intelligence collective pour travailler en fait ensemble sur qu'est-ce qu'on veut faire finalement en commun. Quel est, quand vous réunissez Decathlon, Véloland, un CCAS, le département pour travailler sur une recyclerie du sport, ce qui est important, c'est de voir ce qu'on veut faire ensemble, en fait, c'est trouver un modèle de recyclerie du sport. C'est pas partir sur ce qui nous différencie, mais vraiment partir sur sur là où on veut aller, le cap. Il y a les techniques de speedboat, de SWOT. Travailler vraiment sur ce qu'on veut faire ensemble pour créer finalement un ADN commun. On avait, nous, dans notre gouvernance, un élu et un chef d'entreprise qui, en dehors de Mécènes Solidaires, s'entretuaient par presse interposée. Et pour autant,
je vous assure qu'ils ont réussi au bout de 4 ans, même dès le démarrage, à travailler ensemble. Ils déposaient leur dossier avant la porte du CA et ils comprenaient bien qu'ils étaient là pour le développement du territoire, pour trouver des dons pour des projets à fort impact social et environnemental, et ça a vraiment fonctionné. Mais je pense que ce qui est important, c'est aussi que le cadre soit formel et dès le démarrage, dire que voilà, on travaille pour des valeurs communes qui sont celles-là, et tout ce qui ne concerne pas ces valeurs communes doit rester derrière la porte. De mon côté, j'ai plutôt rencontré un frein mécanique, puisque quand on a constitué nos statuts d'entreprise à mission notamment, on avait très peu d'exemples de comment constituer finalement notre raison d'être, notre objet social. On a dû s'inspirer de ce qui avait été fait, et c'était peu nombreux encore il y a un peu plus d'1 an. Et finalement, c'est peut-être le premier point qui permet pas aux entreprises de passer ce cap-là et de se dire, on est soutenu par une plus grande échelle et on arrive finalement à créer ce type de collaboration. Et ensuite, quand on va voir les associations, il faut aussi les convaincre de la franchise et de la sincérité qu'on y met dans cette démarche-là. Je parlais avant de conviction et de mimétisme. Ça aussi, c'est très important, puisque on est au démarrage de ce type de collaboration-là. Donc au début, quand je suis arrivé avec cette idée un peu hors du commun, il a fallu convaincre et participer évidemment à beaucoup d'activités auprès des associations. Donc voilà, plutôt un frein mécanique est mis en place pour le démarrage. Peut-être, je rebondis là, le frein, c'est aussi simplement de créer des espaces aussi. Il faut des acteurs pour le faire. Il y a des intermédiaires qui créent cette réunion, cette rencontre. Donc voilà, les intermédiaires peuvent être humains, ils peuvent être physiques, dans le cadre d'événements, dans le cadre de choses. Donc il faut conditionner en fait ces rencontres. J'ai juste pris la parole pour dire qu'à Strasbourg, il y avait aussi un projet de recyclerie du sport au passage. Mais c'est vrai que c'est des projets qui se sont diffusés sur beaucoup de territoires et qui font énormément sens dans un secteur énormément non éco-responsable. Donc bravo en tout cas. Merci. J'ai une autre question. C'est bien, on met les pieds dans le plat. Est-ce qu'on arrivera à répondre à cette question? Le coût, c'est aussi une question d'impact. Enfin, le coût, pour moi, c'est la valeur, quoi. C'est-à-dire quelle valeur on lui donne, parce que derrière, l'impact, il est aussi vraiment positif sur le bien-être aussi des personnes dans l'entreprise. J'ai bien aimé tout à l'heure d'ailleurs quand on a dit les salariés sont pas habitués à faire du bénévolat. Pourtant, je suis sûr qu'ils sont tous membres d'une association. Sauf que dans le monde de l'entreprise, ils se sont pas dit que c'était possible et les conditions n'étaient pas encore une fois créées, etc. Donc c'est vraiment ça. C'est aussi amener ces valeurs-là parce que l'impact, c'est aujourd'hui ce qui se passe dans le domaine des ressources humaines, etc. L'impact qu'on obtient grâce à ça, je pense en termes de motivation, en termes de créativité, en termes de développement d'activité ou autre, il est incommensurable en termes de valeur, y compris dans la valeur intrinsèque des produits ou des services qu'on propose finalement, quoi. D'arriver à faire des choses comme ça. Je parlais tout à l'heure de Cities, qui est quand même une structure qui commercialise des véhicules en autopartage. Ils ont mis en place leur service d'entretien de véhicules avec des vélos. Donc, c'est faire comprendre à leurs employés dédiés à l'entretien des véhicules qui avaient accès à des véhicules gratuits en autopartage et qu'ils allaient le faire en vélo. Donc, mais le gain a été réel une fois que tout le processus a été a avancé, parce que c'est pas simple au départ. Hein. Voilà, il faut aussi de la coopération intrapreneuriale dans ce cas-là, quoi. Merci Michael pour cette question. En fait, on parle aussi énormément de gains versus du coût que ça puisse coûter. Mais il est vrai que faire une démarche comme celle-ci fait partie d'un business plan, d'une économie financière globale. Aujourd'hui, je vous donne juste cet exemple-là par rapport à notre entreprise. Ça représente entre 15 et 20% de notre résultat net qui est reversé chaque année pour les associations. Donc effectivement, c'est une décision lourde de sens, mais quand effectivement, on espère de pouvoir avoir une économie circulaire aussi par rapport à cette loi-là. Voilà. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions. Au fond, n'hésitez pas à vous lever si on ne voit pas les mains qui se lèvent. Non, pas pour partir, hein. Juste pour lever la main.
Moi, j'adorerais, hein, franchement, que toutes les entreprises s'accaparent les valeurs de l'ESS, poursuivent une utilité sociale, soient soucieux de l'environnement. Je ne pense pas que ce soit un risque, au contraire. Je pense que, alors effectivement, vous n'aurez jamais, vous n'éviterez jamais tout ce qui est greenwashing et social washing, mais j'ai envie de dire, même si c'est du vernis, mais que ça commence toujours par un bout, la solidarité ou la générosité. Donc, il y a des gens pour qui c'est plus long, du coup, peut-être de rentrer, mais moi, je pense que si toutes les entreprises, elles commencent à avoir des valeurs de l'ESS, franchement, peut-être on aura une belle planète plus tard. Je peux vous donner quelques statistiques, mais c'est assez rapide. Il y a à peu près 3 800 000 entreprises en France. 96% d'entre elles, c'est des auto-entreprises, donc des entrepreneurs individuels. Il reste 4%. 3,8%, donc c'est environ 150 000 entreprises, c'est des PME. TPE, et tout le reste, 0,2%, c'est des très grandes entreprises. Et dans ces très grandes entreprises, on va trouver 8 personnes sur 10 dans le secteur privé qui y travaillent. Donc en fait, en réalité, on ne pourra pas bousculer ce monde-là si nous, petits entrepreneurs, on est les seuls à s'y mettre. Je pense que les grandes entreprises ont aussi une responsabilité. Il faut faire attention à la dérive, c'est sûr, mais elles doivent aussi quelque part porter ce modèle-là. Donc je pense que c'est important qu'elles le fassent. Je veux juste rajouter que je pense qu'on a commencé par les dérives. Ça fait... La RSE, c'est pas hier non plus. Donc là, je pense qu'il y a des cadres qui ont été posés, qui vont encore évoluer, qui se rejoignent. Et donc voilà, il faut vraiment s'intéresser au cœur de ce que ça veut dire. Après, je pense que le consommateur aujourd'hui est capable de sanctionner. Le meilleur butin de vote, c'est le billet de 10 €. C'est ce qu'on essaye de faire dans l'achat responsable. Donc vraiment, je pense que là, il y a de quoi se dire que les chocs de sensibilité qu'on a vécus sont propices à essayer de faire comprendre les gains à avoir dans ce type de démarche. Voilà, on éviterait... Alors, je n'oppose pas rentabilité, performance, etc. à finalité, quoi, parce qu'on a besoin, pour augmenter justement la finalité, d'avoir cette rentabilité performance. Effectivement, après, c'est la dérive, quoi. Je rebondis juste un dernier point. Et si finalement toutes les entreprises qui étaient créées demain, en même temps qu'elles se créaient, définissaient une mission dans laquelle elles pourraient finalement s'investir? Et moi, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, quand on parlait de valeur tout à l'heure par rapport à, alors plutôt la coopération, mais là, à ce qu'on met dans son offre de produits et services, à la CRES, on intervient sur le parcours très initial de créateurs d'entreprise, parfois juste de porteurs de projets qui ne créent pas, mais qui se posent la question à quoi bon l'ESS ou pourquoi, comment je vais faire pour vendre, etc. Et on essaie de leur dire effectivement qu'en mettant de la valeur dans leurs produits ou dans leurs services, ils vont rencontrer la valeur qu'attendent des personnes qui, pour l'instant, ne la trouvent pas. En fait, il y a beaucoup. Je pense qu'on est tous dans le cas d'être consommateurs sans trouver des choses qui ont la valeur, qui portent les valeurs qu'on attend. Donc, il faut aussi oser. On a parlé d'espace et d'intermédiaire, mais il faut aussi oser le faire. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes. Combien de questions il reste? 3. Ok, on va essayer de faire des réponses courtes pour pouvoir prendre les 3 questions. Peut-être. Les monnaies locales sont bien souvent issues de dynamiques ESS, citoyennes, associatives, etc. La question, c'est plutôt comment, pour moi, elle touche le monde professionnel, même s'il y a des microsystèmes qui se développent, des barters, des choses comme ça, mais pas forcément en France qu'on est les meilleurs aussi. Mais pour moi, on est déjà dedans. Les projets de monnaie locale existent, trouvent un plafond à un moment donné de leur développement, c'est plutôt ça, et c'est la question de l'acculturation dont on vient de parler là, de oser s'accrocher à des systèmes qui créent d'autres valeurs, justement, parce qu'on ne va pas positionner que le système monétaire sur la notion de rentabilité ou d'activité, tout simplement. Et voilà. Merci. On va prendre...
Du coup, mon voisin en parlait un petit peu avant. Il y a effectivement pas mal d'initiatives qui sont mises en place quand les entrepreneurs se posent les questions dès le départ. Il est vrai que j'ai sans doute été mal fléché tout au début puisque j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Donc c'est une vraie question qu'on peut se poser. Il y a ce qu'on appelle la communauté des entreprises à mission qui existe, qui répertorie effectivement un peu plus de 500 entreprises en mission en France. C'est un club qui est, à mon sens, encore un peu fermé, qui ne permet pas justement d'avoir des initiatives plus petites. Donc je pense que c'est des choses à développer. On a aussi besoin de partager vraiment avec tous les acteurs autour de l'entreprise, les experts comptables, les juristes, les banques, etc., cette acculturation-là de modèles différents pour qu'ils puissent être à la base du conseil. Et non pas que je pense qu'il n'y ait pas cette capacité ou cette intention, mais il faut l'amener. Et c'est les moyens pour l'amener qui manquent. On le fait avec le petit doigt de la main gauche. Enfin, on n'a pas de moyens pour le faire. Il n'y a pas d'investissement non plus public pour inciter à faire ça de manière suffisamment conséquente pour avoir un effet levier sur les chiffres que tu donnais tout à l'heure. Même si ça vient, même si le dispositif RSE est né cette année sur le territoire et vraiment au-delà d'un levier financier qui est, on va dire, marginal, est une démarche, une vraie démarche de diagnostic et qui permet de rentrer dans le processus, de commencer ce chemin. Ça a été dit tout à l'heure, on prend le chemin, la transition ou de la RSE, même partiellement, il faut prendre ce chemin, Et juste finalement, ça correspond à vos deux questions, puisque aujourd'hui, la dérive, elle est plutôt contrôlée sur le fait qu'il n'y a pas encore énormément d'avantages à être une entreprise à mission ou faire partie de l'ESS, si ce n'est effectivement avoir cette conviction-là, où effectivement, il peut y en avoir en certains grands groupes où on peut se poser des questions. Mais la difficulté d'entrer dans ce cercle-là, qui est aujourd'hui malheureusement trop fermé, bien, ce n'est pas normal. Et effectivement, ça ne contribue pas à son développement. Et nous, en Moselle, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de la coopération territoriale, justement, avec la CRES, avec la région, et d'aller du coup voir les chambres consulaires, la CCI, la CMA, de travailler avec les syndicats patronaux aussi pour montrer ce que c'est que la RSE, l'ESS, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte qu'on a encore un gros travail d'acculturation à ce que c'est que l'économie sociale et solidaire et la RSE, parce que beaucoup, ils mettent un peu tout sans savoir vraiment de quoi ils parlent. Merci beaucoup. Et juste pour clôturer ces outils, on parlait de la communauté des entreprises à mission. Nous, Make Sense, avec eux et Corporate for Change, on a lancé une formation qui s'appelle Leader à mission pour aider par promotion des entreprises à aller sur ces sujets. Il y a aussi le mouvement Impact France qui est présent aujourd'hui et qui a le MEDEF des entreprises qui veulent aller sur les sujets de transition. Et de plus en plus aussi, on a des conventions citoyennes pour les entreprises pour le climat. Il y a une question sur ce sujet. Parfait. C'est noté, mais on se connaît déjà puisqu'on a monté les opérations l'année dernière avec vous. Donc on sait, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est, toutes les entreprises y vont. C'est aussi avant-gardiste de le faire. Et tant qu'on est dans des petites annonces, il y a aussi le Emmaüs Connect qui lance une collecte de matériel informatique. Voilà. Merci beaucoup. C'était un bel appel à coopération pour clôturer cette table ronde. Pour la suite, on vous attend en l'auditorium Cassin pour la remise de trophée RSE. Alors si la salle est encore fermée, c'est qu'il y a un atelier en cours, donc vous pouvez attendre dans le hall. Et on peut être aussi présent les intervenants pour répondre à davantage de questions. Merci beaucoup. Merci.